Bonjour à tous. Il a été le directeur adjoint du cabinet de Pierre Mauroy à Matignon et à ce titre, il a participé activement au tournant de la rigueur de 1983. Ancien président de Suez, ancien président du Crédit Lyonnais. Il est aujourd'hui l'associé gérant de la compagnie financière Aforge de Groff Finance. Il vient de publier un essai dont on commence à parler beaucoup, Histoire d'une névrose, la France et son économie, un essai historique et économique dont on va parler lors de cet entretien. Bonjour Jean-Pierre Levade. Bonjour. Dans un rapport dévoilé hier par le journal Le Monde, la brigade financière indique qu'au moment de la revente d'Adidas, Bernard Tapie n'a pas été lésé par le Crédit Lyonnais que vous dirigiez à l'époque. C'est une thèse que vous défendez depuis toujours. Depuis toujours. Donc ce rapport ne fait que confirmer quelque chose que j'ai sans cesse dit, écrit et raconté, y compris à la représentation nationale, puisque je l'ai dit au moins 3 fois à des commissions de l'Assemblée nationale. Ça veut dire que le fondement même de l'arbitrage s'écroule aujourd'hui. Ce que j'ai toujours dit. J'ai toujours dit qu'il n'y avait aucun fondement à l'arbitrage. Avec le recul, près de 20 ans après les faits, quelles leçons tirez-vous de cette affaire ? Sur le fonctionnement de l'État, notamment. Absolument, c'est le point le plus intéressant pour un citoyen. Deux choses. Un message un peu pessimiste, c'est-à-dire que l'État peut être gravement défaillant. Et un message d'optimisme, puisque le redressement, si je puis dire, dans cette affaire est provenu d'une institution publique, puisque l'enquête a démarré de la Cour des comptes. Donc voilà, nous sommes faillibles, la rigueur doit s'appliquer à tous les actes de la puissance publique. La conclusion logique de tout ceci, c'est que Bernard Tapie doit rendre l'argent qui lui a été versé. On n'en est pas là, ça risque de durer longtemps. On n'en est pas là, la justice est saisie, il faut laisser la justice dérouler son fil, et à nouveau, il faut faire confiance aux institutions de la République. Alors Jean-Pierre Levade, je l'ai dit en vous présentant, vous avez été un des acteurs du fameux tournant de la rigueur de 1982-83. Est-ce que vous diriez que la situation actuelle est comparable ? Ce qu'il y a de comparable, c'est que il y a dans la population française, dans les élites dirigeantes politiques, au départ un déni de réalité. Un déni de réalité sur la situation réelle de la France. La différence, c'est que la situation d'aujourd'hui est beaucoup plus grave que la situation de 82. En d'autres termes, le redressement de 82, auquel j'ai participé de manière assez active, était beaucoup plus simple, nécessitait moins de force d'âme, si je puis dire, que le problème d'aujourd'hui, qui appelle des mesures beaucoup plus rigoureuses. On va venir un peu plus tard sur ces mesures, mais vous parliez de la difficulté à opérer ces changements, à impulser ces mesures. À l'époque aussi, le gouvernement de l'époque était confronté à un débat très vif au sein de sa majorité sur l'autre politique. Est-ce que vous retrouvez un écho de ces débats-là dans le mouvement des frondeurs aujourd'hui ? Est-ce que c'est la même intensité ? Est-ce que ce sont les mêmes ressorts qui sont en train de jouer ? Les clivages idéologiques sont toujours les mêmes. C'est-à-dire que la gauche de gouvernement à laquelle j'ai appartenu, à laquelle je pense toujours appartenir intellectuellement, la gauche de gouvernement, la gauche réformiste, la gauche social-démocrate, en fait, est minoritaire au sein de l'ensemble de gauche. D'une certaine manière, la situation de 82 était plus tranchée, c'est-à-dire le redressement, le retournement, le virage de la rigueur a été porté par 2 hommes, le Premier ministre Pierre Mauroy et le ministre des Finances Jacques Delors. Nous avions contre nous la majorité du groupe parlementaire. Donc ce n'était pas des frondeurs, c'était tout le groupe parlementaire, à l'époque dirigé par Pierre Joxe, qui est devenu un ami. Aujourd'hui, c'est différent. J'ai l'impression que c'est différent, y compris d'ailleurs dans l'attitude générale vis-à-vis du problème. C'est moins tranché, c'est des frondeurs, officiellement, ils sont minoritaires aujourd'hui, mais ils représentent une sensibilité qui est probablement majoritaire. D'où cette espèce de confusion, on ne sait pas très bien qui et où. La personnalité la plus comparable, c'est certainement Manuel Valls. Ouais. Lui a amené de la clarté dans ce débat. Un cap assumé. Oui.
Alors au cœur des difficultés françaises, c'est un point que vous évoquez très souvent, il y a l'évolution du coût du travail. Vous considérez que c'est le mal profond de l'économie française auquel il faut s'attaquer. Le pacte de responsabilité qui a été mis en place cette année, qui va être mis en place, vise à s'attaquer à ce problème du coût du travail, mais vous dites, vous, que c'est un coup d'épée dans l'eau, que ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Le problème majeur que nous avons, sur lequel j'essaye depuis longtemps d'attirer l'attention, je constate qu'il y a un certain nombre d'économistes aujourd'hui qui disent la même chose, c'est que nous avons depuis des années, depuis 15 ans, un niveau de salaire réel qui progresse plus vite que notre productivité. Donc on a un appareil à détruire de la compétitivité. Donc il faut faire deux choses. Il faut améliorer la productivité, c'est-à-dire investir en nouvelles technologies, demander aux Français de travailler mieux et probablement davantage, et faire de la modération salariale. Ça, c'est pas la responsabilité de l'État, c'est les partenaires sociaux et le patronat au premier rang. Et donc, j'appelle aussi les partenaires sociaux à se saisir de ce type de problème. Et c'est clairement un thème qu'on n'entend pas beaucoup dans le débat actuel, la modération salariale. Or, c'est à mes yeux encore plus crucial que le redressement des finances publiques ou que le transfert des charges au profit des entreprises. Alors j'aimerais en venir, Jean-Pierre Levade, à votre livre, Histoire d'une névrose, la France et son économie. Vous dites que c'est une plongée 300 ans en arrière pour retrouver les racines de l'archaïsme économique français. Que voulez-vous dire par là? Je veux dire que nous avons un modèle d'organisation de la société, de relation de la société avec l'État qui est unique parmi les pays développés. Les Français n'en sont probablement pas conscients. Nous avons une conception de l'État souverain qui contrôle, gouverne, dirige la totalité des aspects de la vie en société. Et de ce point de vue-là, nous sommes uniques, une fois de plus. L'économie en France est une annexe du politique, est une dépendance du politique. L'incarnation de ce que vous dites, c'est évidemment Arnaud Montebourg et son interventionnisme. Bien entendu. C'est une caricature du colbertisme transféré à aujourd'hui. Mais c'est clairement une réaction du politique souverain qui considère que l'économie est une économie de puissance au service de l'État et que le reste n'a pas beaucoup d'importance. C'est le contraire de ce qu'est une économie moderne. Est-ce que la déclaration d'amour de Manuel Valls au patron à l'université du MEDEF marque un virage profond par rapport à ce que vous décrivez? Ça marque un virage nécessaire, un virage profond, mais vous voyez bien la profondeur de la névrose, du mal. Ce virage, qui consiste simplement à reconnaître que les entreprises sont les lieux de création de richesse, et que donc on doit faire attention, les porter en dignité, les aider. Ce virage crée un sentiment de malaise, pour ne pas dire de protestation, dans une majorité du Parti socialiste et probablement dans une large partie de l'opinion publique française. Ce qui est original, c'est que vous terminez votre livre dans la conclusion par un chapitre que vous proposez d'ajouter à la Constitution, un chapitre qui vise à reconnaître toute la place de l'entreprise. Je voudrais juste dire une phrase de bon sens, si je puis dire. L'entreprise est l'endroit qui crée des richesses. L'entreprise est l'endroit qui permet de financer la totalité du système de protection sociale français. Le président, le gouvernement, les assemblées, les collectivités locales, les syndicats ont tous une existence constitutionnelle. L'entreprise n'existe pas. Merci beaucoup, Jean-Pierre Levade, à bientôt.